Bonjour, c'est l'heure de notre petit plaisir commun, entendre et découvrir l'histoire d'un roman raconté par un auteur passionné et passionnant. Vous regardez Des mots et débats, l'émission qui donne la parole aux auteurs francophones. L'invité du jour est d'origine tunisienne. Il est libraire, galeriste. Il est l'auteur d'une dizaine de romans, dont l'histoire de la poupée, Art brut, Le manteau de la Vierge, qui a reçu le prix Méditerranée en 2007. Émile Bramy, bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien. Merci d'être avec nous. Je vous en prie. Alors, vous êtes, il y a une nouvelle parution, un nouveau roman. C'est pour cette raison que vous êtes à Télé-Sud. Ça s'appelle Notre crime, qui est édité chez Écriture. Eh bien, parlons-en tout de suite dans la première partie de l'émission, au fil des pages. Émile Bramy, dans les premières pages de votre roman, intitulé il y a 4 chapitres. Et on va attaquer ce premier chapitre, Moi, Émile Bramy. Et là, vous présentez la Tunisie, la communauté juive, votre famille, vos proches, l'ambiance, l'atmosphère, la culture, les traditions. Première question, peut-être un peu simplette. Pourquoi dépeindre cette communauté juive en Tunisie? On sent une famille soudée et dans la difficulté. Parce que, si vous voulez, les gens de ma génération portent en eux quelque chose qui est une blessure qui ne se refermera jamais, qui est celle de l'exil. C'est-à-dire que les Juifs tunisiens, pour de très nombreuses raisons, je veux dire, il n'y a aucune acrimonie contre le gouvernement tunisien dans ce que je vais dire. On a été pris dans un repli de l'histoire, en quelque sorte. Et ce repli de l'histoire nous a contraints à quitter notre pays, alors que nous n'y étions absolument pas préparés. Voilà. Si vous voulez, mes parents, lorsqu'ils quittent la Tunisie en 1964, n'ont aucune envie de partir. Pour la Tunisie est leur pays, il y a eu l'indépendance, ils sont tout à fait contents que cette indépendance ait eu lieu, et ils veulent rester. Bon. Donc pour d'innombrables raisons, politiques entre autres, on les a contraints à partir. Donc si vous voulez, cette communauté s'est ressoudée à Paris, autour de certains lieux, que je cite, et par exemple, pendant très longtemps, ça a été la brasserie de Bréban, sur les grands boulevards, qui était le lieu de rencontre des Juifs tunisiens. Et autour aussi d'une espèce de vie qui n'est pas une vie culturelle, mais qui est la vie des fêtes, des grands moments de famille. C'est-à-dire que les gens se rencontraient pour des mariages, pour des bar mitzvahs, pour des enterrements aussi, voilà. Et donc, ce que j'ai essayé de montrer, c'était un petit peu l'atmosphère qui est celle de ces moments-là. Et c'est pas du tout complaisant, parce que, je veux dire, c'est pas de dire que tout était merveilleux, que tout est formidable, c'est de montrer des gens avec leurs qualités qui sont réelles et avec leurs défauts qui existent aussi. Oui. Toujours dans ce premier chapitre, Moi, Émile Bramy, il y a une fête de famille, et là, vous faites la connaissance d'un cousin qui s'appelle Azed. Ça s'appelle, en fin de compte, ce sont les initiales, c'est Abraham Zaitoun. Donc c'est un homme d'affaires étrange que les gens invitent uniquement pour son portefeuille, pour son argent, mais on ne l'apprécie pas, parce qu'on l'accuse, en fin de compte, d'avoir tué son père mort de chagrin, à cause de lui. Alors c'est quelqu'un, en fait, qui est rejeté. D'ailleurs, le narrateur, Émile Bramy, pose des questions à sa tante. Quand il voit ce personnage, il dit mais qui c'est? Et on lui répond que d'abord c'est quelqu'un qui a effectivement tué son père de chagrin, que sa mère de honte ne met plus le nez dehors, que si on l'invite, c'est uniquement parce qu'il donne 2000 € à chaque fois, 4 billets de 500 €. Bon. Donc c'est quelqu'un, et cette tante dit au narrateur, ne t'en approche pas, méfie-toi de lui, c'est quelqu'un qui est dangereux, et d'ailleurs, je vais te dire, il cherche après toi. Il a envie de te contacter, mais elle ne sait pas pourquoi. Voilà. En effet, Azed est très intéressé par le narrateur Émile, parce que Émile, c'est un écrivain qui est très connu. Alors, ce que j'aime bien dans ce premier chapitre, c'est que Émile est sur le devant de la scène, c'est quelqu'un qui est très respecté, c'est un homme de lettres. Alors, ça c'est quelque chose de très particulier. C'est quelque chose que j'ai vécu personnellement lorsque j'ai publié mes premiers livres. Oui. C'est-à-dire que dans le milieu de gens modestes, qui est celui de ma famille, ce sont des gens qui ne lisent pas.
ou très peu. Mais chez qui l'écrivain garde une aura, un prestige absolument extraordinaire, parce que c'est quelque chose pour eux d'incompréhensible et presque d'intouchable, d'impossible à atteindre. Et que quelqu'un de leur famille ait pu faire ça, ait pu publier un livre, que parfois leur nom, c'est-à-dire que Brahmi, il s'appelle aussi Brahmi pour certains, soit sur la couverture de ce livre, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et donc pendant un laps de temps assez bref, j'ai eu une espèce de réputation tout à fait extraordinaire, quoi. J'étais quelqu'un de tout à fait exceptionnel. Voilà, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que finalement l'état d'écrivain n'est pas aussi extraordinaire qu'on veut bien le dire. Oui, c'est vraiment une vocation, c'est une sorte de sacerdoce. Se retrouver s'isoler. Je veux dire, quelqu'un qui écrit, je veux dire, sérieusement, n'écrit pas pour l'argent, n'écrit pas pour la gloriole, il écrit parce qu'il a besoin d'écrire. Voilà, et je pense faire partie de cela. J'ai besoin d'écrire, voilà. Et j'ai besoin d'écrire. Une fois que ce besoin est en cours de route, il faut que ce soit du mieux possible. Enfin, je fais aussi bien que je peux avec les moyens qui sont les miens. Alors Abraham Zeitoun, insiste pour vous demander, j'aimerais que vous écriviez mon histoire. Voilà, alors, il me dit qu'il a une histoire à raconter, oui, et qu'il a essayé, mais qu'il n'y arrive pas, et donc il aimerait bien que moi, puisque je suis un écrivain, j'écrive l'histoire à sa place. Et comme il a beaucoup d'argent, il se propose même de me payer. Donc le narrateur, Émile Brahmi, refuse en disant j'écris pas des livres sur commande, voilà. Mais je connais bien le milieu de l'édition, je peux te donner quelques nègres qui y écrivent pour toi. Et Abraham refuse. C'est-à-dire qu'il veut que ce soit un véritable écrivain, c'est-à-dire quelqu'un qui s'implique parce que pour lui, l'histoire qu'il voudrait voir raconter est une histoire terriblement importante. Donc il veut pas de ce qu'il appelle un mercenaire. Il veut quelqu'un qui soit de sa famille, qui soit en même temps un écrivain et qui s'impliquera totalement dans le bouquin. Et donc on arrive à cette espèce d'impossibilité puisque un véritable écrivain ne peut pas écrire si on regarde par-dessus son épaule et si on lui dicte ce qu'il a à dire, quoi. Oui. Donc, au bout du compte, le narrateur refuse la proposition d'AZ. Voilà. Il y a un passage où le narrateur Émile va en prison. Il voit dans les couloirs Patrick Henry, mais il va en prison aussi pour donner un cours de littérature ou découvrir son livre aux détenus. Il m'est arrivé quelquefois d'aller en prison parce que comme j'ai écrit sur Louis-Ferdinand Céline, etc. Donc il m'est arrivé d'aller donner des conférences. Et il se trouve que lors d'une de ces conférences, je n'ai pas rencontré, parce que c'est faux, j'ai croisé. Oui. Croisé Patrick Henry et Jean-Claude Roman. Et en fait, ce qui intéresse beaucoup AZ, c'est ça, parce que AZ prétend que son histoire ressemble à celle de Roman. Et pour le narrateur, c'est quelque chose d'impossible, parce qu'un Roman, c'est quelqu'un qui a assassiné toute sa famille, et donc il ne voit pas le rapport qu'il peut y avoir entre AZ, qui a l'air de quelqu'un d'opulent, qui a réussi dans la vie, etc., et Jean-Claude Roman, qui est en train de croupir en prison après avoir assassiné 6 personnes, puisque il y a ses parents et il y a un meurtre qu'on lui impute plus ou moins. Oui. Donc, en fait, ce qui intéresse beaucoup AZ, c'est que justement le narrateur a croisé Roman, quoi. Oui. Vous dites non, le narrateur dit non. Quelques années passent, vous recevez une lettre, le narrateur, Émile Brahmi, reçoit une lettre et il voit que c'est une adresse de notaire. On lui donne une date à venir pour se rendre au cabinet. Et là, en fin de compte, c'est pour un testament d'AZ. Alors là, il arrive chez un notaire. Il rencontre d'ailleurs les frères
et sœur d'Azed, et il se rend compte qu'il est couché sur le testament d'Azed, et que non seulement il est couché sur le testament d'Azed, mais qu'il est mieux loti que les frères et sœurs, puisque chacun touche 30 000 euros, et que lui, on va lui verser, s'il accepte, pendant 2 ans, on va lui verser 3 000 euros par mois. Pardon, 2 500 euros par mois. Et donc, il est très étonné parce que il comprend qu'en fait, c'est le prolongement des discussions qu'il a eues avec Azed, qui n'a pas pu l'acheter de son vivant, et qui essaye de l'acheter après sa mort. Donc à ce moment-là, sa curiosité est piquée, puisque le notaire lui dit qu'il va recevoir un certain nombre de documents. Bon. À ce moment-là, il demande s'il est possible d'avoir les documents, mais il ne veut pas de l'argent. Il veut continuer à garder cette espèce de libre arbitre, parce qu'il sait que s'il accepte l'argent, eh bien, il sera obligé, d'une certaine façon, d'écrire. Donc, il finit par récupérer les documents, il les lit, et en les ayant lus, eh bien, il décide, finalement, j'explique pourquoi, d'ailleurs, il décide qu'il va écrire le livre. Donc, il l'écrit, mais il ne sait pas si ce livre-là doit être publié ou pas. Voilà. Et c'est à la suite d'une lecture, de la lecture de L'imposteur de Xavier Cercas, qu'il décide que ce livre peut être publié. Alors, dans cette histoire, justement, d'Azed, c'est cette envie de meurtre. Alors, je me suis dit, est-ce que, là, c'est plus le narrateur, mais est-ce que l'auteur, Émile Bramy, a eu aussi ses envies, plutôt, c'était ses envies de meurtre, et puis les a transcrites à travers ce personnage d'Azed? Je pense honnêtement que tout le monde, un jour ou l'autre, a eu des envies de meurtre. Je veux dire, celui qui dirait le contraire serait un menteur. Alors, pas des envies de meurtre de cet ordre-là. Oui, en effet. Voilà, là, on est quand même dans un niveau qui est très, très, très important. Mais, si vous voulez, oui. En fait, toute l'histoire du livre, c'est les masques que les autres nous obligent à porter. C'est-à-dire chacun d'entre nous, dans sa vie sociale, dans sa vie familiale, dans sa vie sentimentale, est obligé, à un moment ou à un autre, de mentir et de revêtir des masques. Et donc, là, c'est vraiment le cas extrême de ce qu'on peut faire. Mais c'est quand même, le but du livre, ou l'idée du livre, c'est une réflexion sur comment est-ce qu'on ment aux autres et pourquoi. Et la plupart du temps, on ment pas pour soi. On ment plutôt pour faire plaisir. On ment plutôt parce que les autres attendent de nous quelque chose et on leur donne ce quelque chose, même si ça n'est pas tout à fait vrai. Mais voilà. C'est vrai, sans nous voulant rien dévoiler aux téléspectateurs, mais arriver à cette déchéance, un moment pour Azed, mais c'est une force incroyable, c'est une sorte d'opiniâtreté. Il était en arrivé à mentir à son père et puis arriver dans cette déchéance, c'est extraordinaire. C'est quelqu'un qui ment pour faire plaisir et qui s'englue de plus en plus et dans des proportions terrifiantes, dans son mensonge. C'est-à-dire qu'il en arrive à un moment où il n'a plus d'autre solution. C'est-à-dire que comme Jean-Claude Roman, il envisage de massacrer toute sa famille. Voilà. Ce qui le sauve, entre guillemets, si on ose dire, c'est que il n'en trouve pas le courage. C'est-à-dire qu'au départ, son idée, c'est de tuer tout le monde et de se suicider. Et au moment, parce qu'il arrive jusqu'à prendre un couteau dans la cuisine de sa mère et à être prêt à tuer tout le monde. Le petit Léon. Voilà, le petit Léon, son petit frère. Et il se rend compte à ce moment-là que il est fabriqué de telle manière, il est, d'une certaine façon, il y a une forme de lâcheté, et il comprend qu'il ne se suicidera pas. À mon avis, pas plus que... on parle aussi de la tentative de suicide de Roman. Roman n'a pas vraiment voulu se suicider. Bon, mais Roman, il est allé au bout. Tandis que Azed n'y arrive pas. Donc, à partir de ce moment-là, la seule solution qui lui reste, c'est la fuite. Et là, il rompt tout à fait avec sa famille. Mais comme il n'a, à cause de l'histoire, il n'a aucun moyen de survivre, voilà, et ben il va dégringoler et il va finir dans les asiles de nuit, il va finir par le Chardisée dans Paris, jusqu'à une rencontre qui le sortira de là. Voilà.
Et c'est vrai que je me suis dit, mais comment, quelle force, quelle morale pour tenir, pour se dire, je vais pouvoir à un moment me relever. Alors je pense que dans le livre, s'il n'y a pas cette rencontre de hasard, il ne pense pas à se relever. Je crois qu'il pense qu'il va mourir dans la rue au bout d'un certain temps. Voilà. Voilà. Comme il n'a pas le courage de se suicider, il sait que cette déchéance va le conduire vers une mort plus ou moins proche. Bon. Ensuite, il y a une rencontre fortuite avec quelqu'un qui va le sortir de la rue en le faisant travailler. Oui. Voilà. Sur les marchés pour vendre. Voilà, sur les marchés. Et il se rend compte que sur les marchés, comme il a menti pendant 7 ans à tout le monde, il se rend compte que les marchés, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour faire les marchés, il faut mentir aux gens. Oui. Il faut leur vendre des choses qui n'ont aucun intérêt. Et le seul moyen de le faire... Et là, il se retrouve absolument dans son élément. C'est-à-dire qu'il devient une espèce de cador des marchés jusqu'à ce que ça passe à un autre niveau. C'est-à-dire qu'il se dit, puisque j'arrive à faire ça sur les marchés où c'est terriblement difficile, pourquoi est-ce que je ne le ferais pas ailleurs? Voilà. Et il arrive à se retrouver dans le monde des affaires, c'est-à-dire en mentant à tout le monde, il arrive à régler les problèmes des gens. Et c'est de là qui passe vraiment de la rue à une forme d'aisance importante. Quoi. Et d'ailleurs, pour raconter, parce que c'est dans le 2e chapitre, l'histoire d'AZ, vous changez de police de caractère. Oui. C'est l'éditeur ou c'est vous? C'est votre choix? Alors, c'est mon choix. Si vous voulez, pour moi, il y avait... en fait, il y a 3 personnages qui parlent. Il y a le narrateur, Émile Bramy, qui raconte une histoire. C'est-à-dire que ça doit être un langage qui est un langage plus près du langage parlé que du langage écrit. Donc, il y a un ton qui est celui du narrateur. Bon. Ensuite, il y a le livre que le narrateur écrit à partir des documents d'AZ. Donc là, il fallait changer de caractère, de ton. C'est-à-dire que c'est un ton beaucoup plus littéraire, mais en même temps qui n'est pas celui du narrateur, parce qu'ils sont 2 à parler. Oui. Il y a le narrateur qui écrit, mais il écrit à partir de documents, de textes que lui a laissé AZ. Oui. Donc il fallait changer. Ensuite, il y a une 3e partie qui est celle de la sœur qui écrit une lettre, et cette sœur, elle est médecin. Donc il a fallu un vocabulaire qui est un vocabulaire efficace. Oui. C'est-à-dire, on ne fait pas de fioriture, on dit les choses comme elles doivent être dites. Et c'est ce qui a été pour moi le plus difficile. C'est-à-dire, il fallait à la fois que le roman ait une cohérence, c'est moi qui l'ai écrit en entier, mais il fallait en même temps qu'il y ait 3 tons, 3 voix. Oui. Et ça a été très dur à faire. Oui. Voilà. C'était vraiment très dur. Ouais. Ah, d'accord. Techniquement, non, pas dur dans ce que je racontais, mais dur techniquement, c'est-à-dire, en fait, ce sont des voix très proches, mais qui doivent être différentes, que le lecteur doit différencier. Oui. Et donc, il y a effectivement 3 polices de caractère en fonction de qui parle. Donc, voilà. Il y a une toute petite conclusion de l'auteur, qui est une pirouette. Oui, ça s'appelle « Vous », d'ailleurs, cette 4e partie. Oui, qui s'adresse au lecteur. Voilà. Oui. Et, mais sur les 3 premières parties, il a fallu effectivement que chacun des narrateurs ait son ton de voix. Voilà. Et, pardon. Non, mais c'est bien cela, et on voit bien la différence, et c'est pour ça qu'on rentre vite dans l'univers de chacun des personnages. Oui, c'était très important, ça. Merci beaucoup, Émile Bramy, pour cette première partie d'émission. Nous allons passer à la 2e partie, qui est Carte sur table. Comme je dis au début de l'émission, Émile Bramy, vous êtes libraire et galeriste. Alors, présentez-nous justement ces 2 fonctions, parce que c'est du travail. Alors, j'ai un parcours un peu compliqué. Donc, j'ai été professeur pendant longtemps. Ensuite, quand j'ai commencé à vraiment m'ennuyer, j'ai donc changé. Je suis devenu libraire d'anciens, parce que j'étais passionné de livres, bibliophile, et que j'ai une passion pour l'écrivain Louis-Ferdinand Céline. Oui, en effet, le même. Donc, qui est cité dans le livre, qui est cité dans quasiment tous mes livres. Oui. Et sur lequel j'écris une biographie, beaucoup d'articles, enfin des choses comme ça. Et donc, j'ai créé cette librairie de livres anciens.
Et puis en 2009, il y a quelqu'un qui m'a proposé de diriger la maison d'édition qu'il créait, enfin de diriger la partie littéraire. Donc j'ai accepté. Je me suis occupé de cette maison d'édition pendant 2 ans. Et puis ensuite, pour des raisons sans grand intérêt, j'ai été mis à la porte. Voilà. Et je me suis posé la question, j'avais 60 ans, si j'allais m'arrêter ou pas. Je n'avais pas envie de m'arrêter, de prendre ma retraite. Et ça faisait des années, mais vraiment très très longtemps, parce qu'on est collectionneur avec ma femme de tout ce qui touche de près ou de loin à l'art brut. Oui. Et on a eu la chance de trouver un local aux arts et métiers, dans lequel il y a 2 niveaux. Donc on a pu maintenir la librairie et créer une galerie. Et ce que nous exposons, ce sont pour l'essentiel ce qu'on appelle des artistes singuliers. Les Américains disent outsiders. Et ce sont des gens. Et le principe de la galerie, c'est de découvrir des gens qui n'ont pas jusqu'à présent vraiment eu de sortie, qui n'ont pas beaucoup montré leurs œuvres, et d'organiser leur première exposition personnelle à Paris. Oui. Voilà. Et donc on a exposé, on a fait 25 expositions en 5 ans, et l'exposition actuelle, ça s'appelle 5 ans déjà, et c'est un petit peu un récapitulatif de ce que nous avons fait dans la galerie. Les artistes que vous exposez sont de toute nationalité ou alors vous... Oui, d'accord. Oui, on a exposé un artiste africain qui s'appelle Wadal. Là, en ce moment, sur la rétrospective, enfin, dans ce qu'on exposera l'année prochaine, il y aura une artiste grecque et il y aura un Australien. Voilà. Mais ça marche au coup de cœur, parce que c'est avec votre épouse que vous... Alors, c'est strictement au coup de cœur. Oui. C'est-à-dire que je n'ai aucun critère de choix. Oui. Alors, j'ai des goûts. Donc, mes goûts me poussent vers ce que je vous ai dit, c'est-à-dire tout ce qui est en périphérie du monde de l'art. Oui. Mais, par exemple, on a eu, mon épouse et moi, un coup de cœur pour une dame qui s'appelle Federica Nadaluti, qui est... il fait des choses qui sont extrêmement géométriques. C'est à l'exact opposé de ce qu'on expose d'habitude, mais on l'a exposé, oui, parce que ce qu'elle faisait nous plaisait beaucoup. Voilà. Mais si vous voulez, globalement, on tourne toujours autour de gens qui sont des artistes en marge. Voilà. Peu importe le support, que ce soit photographie, peintre, on a fait des expositions de photographie, on a fait des expositions de sculpture. Oui. Je pense par exemple aux sculptures d'un artiste qui s'appelle David Victor Pierre, qui est très inspiré par tout ce qui touche à la mort, vous savez, au Mexique. Donc on a exposé des crânes qu'il fabrique. On a exposé quelqu'un qui s'appelle Oka, qui lui est inspiré par le vaudou. On a fait la première exposition de quelqu'un qui est en train de devenir un très grand artiste brut qui s'appelle Lodak. Non, c'est juste... si vous voulez, on est très sollicité. Donc, il y a beaucoup de propositions par le net, des gens qui viennent à la galerie, enfin, etc. Mais on expose des gens qui nous plaisent. Par exemple, la première exposition qui va démarrer je crois que c'est le 12... non, c'est le 15, pardon. Le 15 février, c'est une dame qui a très très peu exposé, qui fait des broderies. Des broderies. Oui. Alors, Dieu sait si j'aime pas ce mot-là, mais c'est très girly, comme on dit aujourd'hui. Mais en même temps, c'est magnifique. Oui. Voilà, et donc on l'expose, et elle est venue avec son truc sous le bras en disant voilà, est-ce que je peux vous montrer ça? Et ça s'est réglé en 3 jours. Ouais. Voilà, donc c'est vraiment des coups de cœur. Par exemple, l'Odak, vraiment dès qu'on a vu ses premières œuvres, on a tout de suite su que c'était un très grand. Mais vous savez, il y a des gens pour qui c'est compliqué, mais il y a 2-3 personnes qu'on a exposées pour qui c'est une évidence. Oui. Voilà, que ce sont 2 très grands artistes et que tout ce qui leur manque, c'est que ça se sache. Oui. Voilà. Merci beaucoup, Émile Bramine, d'avoir présenté votre métier, libraire et puis aussi galeriste. Merci à vous. Et nous allons passer à la dernière partie qui est ce fameux coup de cœur.
pour ce coup de cœur, c'est vrai que vous l'avez nommé dans vos livres, c'est Louis-Ferdinand Céline. Et là encore, donc c'est pour lui que vous souhaitez présenter un de ses ouvrages. On m'a demandé quel était Oui. mon livre favori. Oui. Donc, si vous voulez, pour moi, mon plus grand choc littéraire à ce jour, c'est Mort à crédit de Céline. Ouais. Alors, il faut que je vous dise que je ne suis pas du tout un monomaniaque. C'est-à-dire, je suis un lecteur tous azimuts. Oui. Voilà, je lis énormément. J'adore ça. Je ne pourrais pas vivre sans lire. Donc, mais Céline, c'est pour moi le très grand choc. Et dans ce très grand choc, c'est Mort à crédit parce que, si vous voulez, pour moi, c'est d'abord un très grand roman initiatique, puisque c'est l'enfance et l'adolescence jusqu'au moment où il va s'engager d'un jeune garçon dans le Paris du début du siècle. Parce qu'il y a un lyrisme absolument extraordinaire dans ce livre, et parce qu'il y a des livres qui ont quelque chose, et là je parle pour moi, d'indéfinissable. Pour moi, c'est un livre qui a une forme de grâce que je ne retrouve pas ailleurs. Voilà. C'est un livre qui me parle. C'est-à-dire que dans ce livre-là, Céline dit tout ce que je ressens du monde, de l'enfance, des difficultés qu'on a à traverser ces âges-là. Il le dit dans une langue magnifique que je n'atteindrai jamais. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai publié mon premier livre à 50 ans. Parce que c'était pas l'envie d'écrire qui me manquait, tout simplement parce que je me disais comment est-ce qu'on peut écrire après Céline. Ouais. Pardon d'être un peu grossier, mais il y a une énorme montagne et moi je vais aller déposer une petite crotte au bas de cette montagne. C'était inconcevable, quoi. Et il a fallu, on va dire, les aléas de la vie pour que je me décide à écrire et avoir la chance d'être publié. Mais si vous voulez, Mort à crédit, pour moi, c'est un livre sublime. Ouais. Voilà. Mais par exemple, si on m'avait demandé quel était le deuxième livre, j'aurais dit, et ça choque beaucoup de monde, j'aurais dit Si c'est un homme de Primo Levi. Donc, si vous voulez, c'est quand même un grand écart entre le grand antisémite Céline et le rescapé des camps Primo Levi. Mais je pense que c'est ça la littérature. C'est-à-dire, c'est de nous amener là où on n'irait pas, forcément, et d'accepter parfois des choses qui seraient inacceptables autrement. Si vous voulez, Céline antisémite, bon, ça m'ennuie énormément, c'est le moins qu'on peut dire, mais en même temps, il y a des artistes, et je parle de tous les domaines de l'art, qui vous sont indispensables. C'est-à-dire, si on aime Bach, est-ce qu'on va se priver de Bach pour des raisons qui sont liées, voilà. Alors effectivement, c'est pas confortable. Pour moi, c'est pas confortable d'aimer Céline. Oui. Et dans la biographie que je lui ai consacrée, je dis que... c'est à rebours, hein, il me semble. Ça s'appelle à rebours. Oui. Je dis que ça fait 45 ans que je marche avec un caillou dans la chaussure. Oui. Voilà. Mais en même temps, vous avez... Enfin, on a tous, je pense, dans la vie, un certain nombre d'artistes qui vous sont indispensables. Oui. Voilà. Moi, Céline... Mais vous savez, quand j'ai lu les premiers textes antisémites de Céline, je me suis vraiment posé la question de savoir si je continuerais à lire cet écrivain. Et en même temps, je me suis rendu compte que le mal était fait. C'est-à-dire que j'en avais besoin. Quoi. Voilà. Merci beaucoup, Émile Bramy, pour ce témoignage, voilà, pour nous avoir montré votre passion pour Louis-Ferdinand Céline. Et puis, vous êtes venu nous voir pour votre dernière parution. C'est un roman, Notre crime, paru chez Écriture. Merci beaucoup, Émile Bramy. Merci à vous. Et puis, quant à vous, mes chers complices, on se retrouve la semaine prochaine avec un autre auteur, et oui, bourré de talent, comme d'habitude. Merci de votre assiduité. Au revoir et à bientôt.